Julien monta dans le TGV pour Paris, déterminé à représenter sa société, Bleu Horizon, lors d'une réunion décisive avec des investisseurs importants. Il a passé des mois à préparer son dossier et à s'assurer que le projet allait impressionner, mais malgré ce succès professionnel, un certain malaise l'habite. La première classe du train, bien remplie ce matin-là, est composée presque exclusivement de visages familiers issus du même cercle social. Tout, dans l'ambiance effeutrée, semble murmurer que Julien ne correspond pas vraiment à ce décor. Il ressent ce mélange de fierté d'avoir bâti son chemin, presque à la force des bras, et cette vieille gêne qu'il croyait avoir laissée loin derrière. À peine installé, il range soigneusement sa mallette sous le siège, quand la chef de train Laurence s'approche. Elle le regarde avec un air formaliste et demande à voir son billet. Julien le tend, sans perdre son calme, mais Laurence examine longuement le QR code, puis le tourne encore vers la lumière. Elle rend le billet, avec un hochement de tête absent, mais à peine repartie, elle revient prétexter une vérification supplémentaire. Julien remarque qu'elle ne contrôle pas de la même manière les autres passagers, qui, eux, semblent parfaitement à l'aise et reçoivent des salutations polies. La scène ne passe pas inaperçue. Certaines personnes jettent des coups d'œil, incurieux ou détournent le regard, préférant ignorer le malaise. Pour Julien, cette insistance traduit clairement une méfiance due à l'image qu'il renvoie sans même avoir prononcé un mot. Mais il reste digne, ne baisse pas la tête, s'installe et sort calmement son dossier, choisit de répondre à cette hostilité en redoublant de sérieux et de professionnalisme. Habitué à devoir prouver ses compétences davantage que d'autres, il maîtrise l'art de rester discret et efficace. Alors que le train file à travers la campagne, Julien respire profondément. Derrière la vitre défile la France, ses champs et petits villages, comme un rappel que, quoi qu'il arrive, il a sa place ici. Ce matin-là, assis parmi ceux qui semblent douter de lui, Julien décide qu'il ne se laissera voler ni son espoir, ni sa détermination. Pendant que Julien s'installe dans son siège, ailleurs dans le train, Marc, le directeur des opérations chez Bleu Horizon, discute à voix basse avec le chef de bord. Marc a suivi tout le processus de sélection des passagers pour cette classe prestigieuse. Il vient d'apprendre qu'un certain investisseur externe, qu'il considère comme trop éloigné de leur cercle habituel, a obtenu une place qu'il aurait préféré réserver à l'un de leurs habitués. Résolu à maintenir les privilèges de toujours, Marc explique au personnel de faire le nécessaire pour que ce siège ne reste pas occupé par un inconnu. Il laisse entendre qu'il apprécierait que le passager en question ne se sente pas trop à l'aise. Ce genre de conversation, Marc les connaît par cœur. Elle rime avec un refus du changement et une volonté de fermer la porte à la diversité. De son côté, Pierre, un vieil ami de Marc, descend tout juste d'un autre TGV à la gare de Lyon. Pierre a longtemps bénéficié d'un statut privilégié chez Bleu Horizon, toujours parmi les premiers invités et jamais sans son fauteuil en première. Aujourd'hui, il découvre avec stupéfaction qu'on lui a attribué une place en seconde. Sa colère ne tarde pas à se répandre auprès des membres du personnel, qui l'accablent de reproches sur ce qu'il considère comme une grossière erreur. Pour Pierre, céder n'est jamais envisageable. À ses yeux, on ne remet pas en cause la hiérarchie ancestrale, ni la place naturelle des dominants dans les lieux de prestige. Dans les coulisses, la mécanique d'exclusion tourne à plein régime. Les conversations de couloir, les petits arrangements, tout est pensé pour protéger l'ordre établi. Marc, bien que conscient que la société évolue, se refuse à voir Bleu Horizon se transformer au détriment de ceux qui, selon lui, en ont toujours été les piliers. Il communique à Laurence, la chef de train, qu'elle devra être particulièrement vigilante et ne rien laisser passer qui pourrait compromettre l'image de leur entreprise auprès des clients historiques. Chacun dans son rôle travaille à préserver l'esprit d'un club fermé. Au même moment, derrière une façade de politesse, la tension monte entre ceux prêts à défendre les traditions envers et contre tout, et ceux qui, comme Julien, incarnent discrètement la promesse d'un changement que certains redoutent plus que tout.
La pression sur Julien devient plus forte à mesure que le voyage avance. Alors que le train file vers Paris, Laurence, la chef de train, refait soudainement surface dans le wagon de première classe, affichant un air faussement soucieux devant tout le monde. D'une voix claire, elle annonce à Julien que, suite à une modification imprévue du plan de voyage, il devra changer de place et passer en seconde classe. Cette demande n'est adressée à personne d'autre, et tous les regards se tournent maintenant vers lui. L'atmosphère devient lourde, presque électrique. Certains voyageurs détournent les yeux pour éviter de s'impliquer, tandis que d'autres observent la scène avec une curiosité mêlée d'inconfort. Pour Julien, ce déplacement imposé devant tout le wagon n'a rien d'anodin. Il comprend vite que ce n'est pas une simple erreur ou un problème logistique. Il s'agit clairement d'une mise à l'écart calculée, d'un rite insidieux où l'on tente de le pousser à accepter cette injustice sans broncher, en exposant sa vulnérabilité au grand jour. Dans un univers où la politesse de façade est la règle, l'humiliation publique devient une arme puissante pour rappeler à chacun sa place dans la structure sociale. Julien hésite un instant, sentant la colère monter. Son réflexe naturel serait de protester plus fort, mais il pèse aussi le risque de voir son image professionnelle éclaboussée, surtout devant des clients potentiels ou des connaissances. Accepter sans rien dire, c'est valider le système. Mais résister, c'est s'exposer à des conséquences imprévues qui pourraient aller bien au-delà de ce moment précis. En maintenant un calme apparent, il répond posément qu'il trouve cette procédure étonnante et demande une explication écrite, consciente de la portée de son geste. Laurence, déstabilisée, bredouille une réponse technique puis insiste tout de même. Autour, personne ne réagit, ni soutien affiché, ni hostilité ouverte, seulement la gêne glaciale d'une assemblée qui préfère regarder ailleurs. La scène met en lumière la manière dont les privilèges et le pouvoir politique se conjuguent à des formes subtiles de discrimination, laissant ceux qui s'y opposent face à une solitude très réelle. Julien sent tout le poids de ces non-dits. Ce théâtre silencieux où la hiérarchie sociale se défend, coûte que, et coûte, contre l'idée même de changement. Julien, escorté à travers les voitures du train, ressent à la fois la gêne physique du déplacement et la lourdeur symbolique de ce passage imposé. Traverser tout le wagon de première classe, sous le regard attentif de ceux qui l'observent sans intervention, lui donne l'impression d'un long couloir où chaque mètre parcouru pèse plus lourd. Les murmures se propagent comme une rumeur, silencieuse, chaque coup d'œil appuyant le sentiment d'être étranger dans ce monde de privilèges bien gardés. Les vêtements impeccables, les conversations feutrées et même l'odeur familière du café deviennent autant de signes d'une appartenance que Julien sent qu'on lui dénie aujourd'hui. Quand il arrive en seconde classe, l'atmosphère y change du tout au tout. Ici, les sièges sont plus exigus, le bruit plus présent et le rythme moins feutré. Installé près de la fenêtre, à côté de deux inconnus plongés dans leur téléphone, il essaie de rassembler ses idées et de maîtriser la déception qui s'installe. Rapidement, il remarque des micro-agressions qu'il connaît trop bien. La serveuse qui passe lui tend son verre d'eau sans lever les yeux, renversant quelques gouttes sur son pantalon sans s'en excuser. Le climatiseur au-dessus de lui souffle trop fort, mais malgré ses tentatives d'appeler à l'aide, personne du personnel ne semble vouloir l'écouter. Il observe que, pour certains autour de lui, la scène de son arrivée n'a été qu'un spectacle de plus dans une journée ordinaire, presque la confirmation que certains n'ont jamais vraiment leur place. Chaque détail, du manque d'attention au refus implicite de l'aider, renforce cet écart subtil mais tenace que la société peut imposer. Pour Julien, ce n'est pas la première fois qu'il ressent la douleur de devoir prouver qu'il mérite d'être là, mais cette fois, la blessure est plus vive, car elle se joue sur un terrain symbolique, là où il avait cru avoir gagné sa place par son travail. Pourtant, malgré la peine et l'humiliation, il reste droit, il refuse de baisser les yeux ou de se laisser abattre. Julien comprend, assis dans cette rame parmi des étrangers, que s'il veut retrouver la position qu'il a construite,
Il devra non seulement continuer à travailler dur, mais surtout cultiver le courage de s'opposer à tout un système conçu pour le faire douter. Il suffit de quelques minutes après l'incident pour que la situation prenne une toute autre ampleur. Un passager plus jeune, assis non loin d'eux, Julien, avait discrètement filmé la scène de sa relégation avec son téléphone. En sortant son appareil depuis la poche de sa veste, il avait capturé tout l'échange tendu, prenant soin de montrer le malaise de Julien, mais aussi l'indifférence froide de Laurence et du reste du personnel. Comme c'est souvent le cas, aujourd'hui, la vidéo se retrouve rapidement partagée sur plusieurs réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok. En moins d'une heure, le nom de Bleu Horizon circule partout, associé à des hashtags dénonçant la discrimination et l'humiliation. Émulation publique. Près de la gare de Massy, à Paris, la nouvelle fait déjà le tour des rédactions. Des journalistes commencent à appeler le service communication de la compagnie, exigeant des explications. Les commentaires s'enchaînent, les gens partagent leurs propres anecdotes. Certains soulignent que ce n'est pas la première fois qu'une situation de ce genre arrive sur les lignes TGV de la société. Cette fois, pourtant, le visage de Julien, résistant avec dignité, frappe les esprits. On voit dans ses yeux l'humiliation, la lassitude, mais surtout la détermination de ne pas céder. Beaucoup se reconnaissent en lui ou dans la solitude qu'il doit sentir à ce moment-là. Pendant ce temps, Marc et Pierre, bien installés en première classe, discutent tranquillement, satisfaits d'avoir sauvé la face du club. Ils ignorent pratiquement tout de la tempête qui se soulève. Leur attention est accaparée par l'arrivée d'un nouveau plateau repas et par une conversation animée à propos des investissements de l'année précédente. Loin de se douter que, quelques wagons plus loin, ce qui s'est passé prend maintenant l'allure d'une affaire publique, ils se félicitent mutuellement d'avoir agi pour le bien commun. Ce qu'ils ne comprennent pas encore, c'est que le monde a changé. En cherchant à effacer discrètement Julien, ils ont déclenché une vague de solidarité et d'indignation qui dépasse largement leur petite stratégie. Julien, jusque-là isolé, devient soudain le symbole d'un combat collectif. Cette histoire dépasse son cas personnel. Elle révèle les fissures d'un système que beaucoup rêvent enfin de voir évoluer. Quand Julien descend à la gare Saint-Lazare, il traîne avec lui le poids de ce qui vient de se passer, encore remué par la tempête médiatique qui explose sur son téléphone. Dans le vaste hall bourdonnant d'activité, il prend un instant pour souffler et reprendre ses esprits avant de se diriger vers le siège social de Bleu Horizon, logé dans une des grandes tours de la Défense. Son rendez-vous, préparé de longue date, n'a jamais semblé aussi chargé de symboles. Arrivé à la réception, il sent tout de suite une tension différente. À peine a-t-il donné son nom, que la personne derrière le comptoir le scrute longuement, puis demande à voir son badge et ses papiers. Julien s'exécute sans broncher, mais au lieu du sourire de bienvenue réservé aux visiteurs attendus, il reçoit une demande de vérification supplémentaire. On consulte plusieurs écrans derrière le guichet, on échange quelques mots à voix basse. Pendant ce temps, d'autres personnes, costumes impeccables ou tailleurs stricts, valises à la main, passent devant lui et sont admises après un simple geste de politesse. Certains le reconnaissent du train grâce à la vidéo, devenue virale, jetant sur lui des regards suspicieux ou, au contraire, lourds de compassion. L'attente se prolonge bien plus que pour n'importe quel autre invité. Chaque minute nourrit le malaise et confirme que même arrivé presque au sommet, le chemin reste semé d'embûches, fait d'obstacles invisibles mais bien réels. Julien croise le regard d'une employée qui paraît hésiter, puis finit par s'avancer. D'une voix neutre mais ferme, il annonce calmement qu'il souhaite rencontrer la direction générale sans délai. La jeune femme essaie d'argumenter qu'il faut patienter, mais Julien insiste, expliquant que la situation a pris une ampleur nationale et que sa présence est une question d'intégrité et de respect, pour lui comme pour la société. La D2. Réaction de la réception change peu à peu.
tandis que les nouvelles de l'incident continuent de circuler sur Internet et que les téléphones ne cessent de vibrer, le personnel comprend que cette fois, il ne s'agit pas simplement d'un visiteur de plus à filtrer. Julien, malgré les obstacles, reste déterminé à se faire entendre et refuse de reculer face à ceux qui voudraient le voir abandonné. Après avoir été retenu pendant de longues minutes dans le hall, confronté à des regards incertains et des excuses peu convaincantes, Julien finit par être conduit vers une salle de réunion spacieuse. Là, le décor tranche nettement avec ce qu'il vient de vivre. Lumière tamisée, grande baie vitrée sur Paris et carafe d'eau posée sur une table déjà entourée de plusieurs directeurs de Bleu Horizon. Peu après, la porte s'ouvre sur Claire, la PDG de la compagnie, suivie de membres du conseil d'administration. Leur arrivée, mélange de précipitation et de gêne, casse un peu la solennité de la scène. Certains offrent à Julien des sourires tendus, d'autres évitent résolument son regard. Tous sont au courant de la tornade numérique qui secoue la société depuis quelques heures. Le malaise est palpable dès les premiers échanges. Claire, qui jusque-là veillait à contrôler chaque image et chaque récit attaché à Bleu Horizon, ne peut plus ignorer le retentissement des faits. Elle tente une approche conciliante, demandant à comprendre ce qui a pu se passer pour en arriver là. Mais Julien, déterminé et encore marqué par l'humiliation subie, refuse les détours diplomatiques. Prenant la parole avec une sincérité dénuée d'agressivité, il expose avec précision tout le déroulé des événements, nommant les personnes impliquées et décrivant les micro-agressions dont il a été victime. Il souligne que ce n'est pas la première fois que de tels comportements sont rapportés, mais qu'aujourd'hui, la société n'a plus le choix. Autour de la table, personne n'interrompt. Même Marc, pourtant vice-président des opérations, évite de croiser son regard. Julien pose alors ses conditions avec clarté. Il acceptera d'aller plus loin dans l'investissement, mais seulement si des mesures concrètes sont prises pour transformer la culture de Bleu Horizon. Il exige une enquête transparente, des sanctions à l'encontre des responsables du traitement inacceptable, ainsi que la mise en place d'un comité indépendant pour lutter contre toutes les formes de discrimination et garantir l'égalité d'accès à tous les niveaux de l'entreprise. La pièce reste silencieuse un long moment. On sent que, pour la première fois, ce cercle d'élus doit vraiment faire face au poids de ses choix passés. Leur réputation, mais aussi l'avenir de Bleu Horizon, dépend désormais de leur capacité à reconnaître et réparer ouvertement les failles révélées au grand jour. Quand Julien se lève et déclare d'une voix simple mais ferme qu'il est le passager qui a été déplacé de force du train, un long silence s'installe dans la salle de réunion. Son visage, déjà vu par des milliers de personnes sur les réseaux, s'impose maintenant directement devant ceux qui, jusque-là, pouvaient prétendre ne pas être au courant. Le conseil d'administration, d'habitude si à l'aise, pour prendre des décisions en petit comité à huis clos, se trouve soudain confronté à une réalité impossible à balayer discrètement. L'un après l'autre, les membres du Conseil réalisent l'ampleur de la situation, piégés par l'exigence de transparence qui monte en dehors de ces murs. Julien, sans détour, explique pourquoi il refuse toute proposition qui ne serait qu'un pansement provisoire et sans effet réel sur la culture de Bleu Horizon. Il rappelle que trop souvent, dans les grandes entreprises, on essaie d'étouffer ce type d'incident avec des excuses publiques ou de petits ajustements cosmétiques, sans jamais toucher à la racine du problème. Il précise, en regardant à chaque membre autour de la table, que cette fois rien ne changera s'il se contente d'appliquer des solutions déjà vues 1000 fois, pensées uniquement pour calmer l'opinion. Il insiste alors sur le fait que son investissement, pourtant crucial pour le futur de la société, dépend entièrement d'engagements solides et chiffrés. Création d'un comité indépendant, publication régulière des rapports d'avancement, sanctions contre les fautifs et surtout implication de toute la direction dans la transformation des pratiques internes. Julien parle calmement, mais il sent bien que la tension monte d'un cran. Son regard ne quitte pas Claire, la PDG,
qui réalise que la pression n'est pas seulement digitale, mais désormais économique et politique. Le climat change lorsque tout le monde comprend que Julien ne cédera pas et que le changement demandé est profond, voire historique. En quelques minutes, le pouvoir d'habitude discret de l'argent prend une autre dimension. Il ne s'agit plus d'acheter ou de vendre des parts, mais de forcer une organisation à se regarder dans la glace. Julien reconnaît qu'il ne détient pas toutes les réponses, mais il exige une rupture avec la manière dont on a toujours contourné les problèmes. La gêne du Conseil se transforme petit à petit en volonté de trouver une vraie solution. La façade de certitude se fissure, laissant passer l'idée que, cette fois, aucune négociation cachée ne suffira à faire oublier ce qui a été révélé au grand jour. Le soir venu, Julien s'installe enfin dans sa chambre d'hôtel, à 2 pas du quartier d'affaires de la Défense. Le silence qui emplit la pièce tranche avec l'agitation de la journée, et c'est seulement là, entouré de ses propres affaires, qu'il se laisse totalement gagner par l'émotion. Il s'assoit au bord du lit, les épaules lourdes, et ferme les yeux quelques instants pour repenser à tout ce qui s'est passé. Pas seulement aujourd'hui, mais aussi à ces nombreuses fois où, plus jeune, il avait déjà ressenti la douleur d'être mis à l'écart dans d'autres contextes, le doute lors du concours d'entrée en école, la place refusée dans certains cercles, les commentaires à peine voilés lors de réunions importantes. Toutes ces expériences se bousculent dans sa tête et il sent leur poids s'accumuler. Pourtant, Julien sait qu'il ne peut pas laisser ce sentiment le submerger. Il prend son téléphone et appelle Michel, son ancien professeur devenu mentor, toujours bon conseiller dans les moments clés. Michel, fidèle à lui-même, écoute patiemment avant de l'encourager à ne pas voir ce jour uniquement comme une défaite ou une humiliation, mais aussi comme un possible tournant. Il lui rappelle que chaque avancée sociale importante passe par un passage difficile et qu'en brisant le silence aujourd'hui, Julien a déjà fait un pas qui compte. La conversation apaise Julien et fait doucement naître en lui l'idée d'une nouvelle approche. Jusqu'ici, il avait surtout agi pour sa propre place, avec l'immense pression de ne pas décevoir ceux qui comptent sur lui. Mais maintenant, ce qu'il a vécu semble pointer vers un enjeu beaucoup plus vaste. Avec Michel, il commence à élaborer les grandes lignes d'un plan, user de son influence pour obtenir non seulement des engagements fermes de Bleu Horizon, mais aussi pour monter une alliance d'investisseurs et de cadres décidés à pousser tout le secteur à s'améliorer. Julien veut s'assurer que ce genre d'exclusion ne se reproduise plus, que la lutte contre le préjugé devienne un sujet incontournable même dans les endroits les plus fermés. Ce soir-là, au lieu de sombrer dans la rancœur, Julien décide, avec son mentor, de mener le combat autrement. Il sait que cela ne sera ni facile, ni rapide, mais pour la première fois, il se sent prêt à porter cette cause bien au-delà de sa propre histoire. Les jours qui suivent confirment à quel point tout a basculé. En quelques heures seulement, le gel des financements par Julien fait s'effondrer la valeur des actions de Bleu Horizon à la Bourse de Paris. Les investisseurs suivent de près la situation, et certains clients historiques prennent leur distance. Plusieurs entreprises annulent des contrats importants et d'autres suspendent toute négociation en attendant des réponses claires sur le scandale. De leur côté, les agences gouvernementales en charge de la concurrence et de la lutte contre les discriminations demandent à voir les dossiers, exigeant des explications publiques et menaçant d'ouvrir des enquêtes formelles. L'ambiance au siège est devenue presque irrespirable. Pour la première fois, la direction de Bleu Horizon comprend que les temps ont changé. L'idée que la discrimination pourrait rester impunie appartient désormais au passé. On sent la tension dans les couloirs et les salles confidentielles où les membres du Conseil se réunissent. Certains, plus lucides face à la gravité des événements, pressent la présidente Claire d'entamer un dialogue franc avec Julien et de proposer rapidement des changements sincères. Ils estiment que seule une réaction forte et honnête peut redresser la situation, même si cela suppose de sanctionner ouvertement plusieurs cadres ou de remettre en question d'anciens rituels du pouvoir. Mais en coulisses, un autre camp
organise la riposte. Marc, vice-président opérationnel, refuse de céder. Il craint pour sa propre position et s'entoure de partisans prêts à employer tous les moyens pour étouffer la révolte. Ensemble, ils lancent des rumeurs dans la presse sur Julien, insinuant que ses motivations seraient purement opportunistes ou qu'il aurait lui-même des choses à cacher. L'équipe de Marc se rapproche d'avocats pour chercher des failles dans le passé de Julien, espérant le salir assez pour le pousser à se retirer de la bataille. Chaque jour, des articles anonymes ou des messages sur Internet surgissent, attaquant la légitimité de Julien ou mettant en doute la gravité de ce qu'il a vécu. La crise prend alors 3 dimensions à la fois. Elle se joue devant l'opinion publique, dans le jeu politique interne du conseil d'administration, et devant les tribunaux prêts à s'emparer du dossier. Julien, lui, reçoit le soutien d'un collectif de cadres engagés et ne recule pas. Ce n'est plus seulement sa situation qui est en jeu, mais celle de tout un secteur et de ceux nombreux qui n'ont jamais osé parler. En pleine tempête médiatique et malgré une campagne de diffamation montante, Julien décide de ne jamais agir dans la précipitation. Il commence par réunir autour de lui les personnes en qui il a pleinement confiance, des anciens collaborateurs à de nouveaux alliés rencontrés ces derniers mois, déterminés à faire évoluer les pratiques du secteur. Ensemble, ils organisent régulièrement des réunions à huis clos, dans de petits cafés parisiens ou en visioconférence, pour partager informations et anticiper les prochains coups des adversaires. Julien demande à chacun de sécuriser les fonds, d'auditer toutes les transactions et surtout d'être attentif à toute tentative de manipulation boursière ou de fuite d'informations sensibles. Face à lui, Marc ne désarme pas. Appuyé par quelques figures influentes, il met la pression sur certains partenaires historiques, menaçant de rompre des contrats si jamais ils affichent leur soutien à Julien. Des dossiers, parfois très anciens, ressortent dans les médias à des moments stratégiques. Dans la presse et sur les réseaux sociaux, la désinformation enfle. On évoque des erreurs passées de Julien, on sort des événements sortis de leur contexte, tout cela pour instiller le doute. Certains fournisseurs, inquiets pour leur réputation ou leurs finances, hésitent à renouveler les accords, rendant les relations commerciales plus tendues que jamais. Malgré ces difficultés, Julien ne craque pas. Il comprend vite que ce n'est pas seulement une bataille entre 2 individus, mais la manifestation d'un conflit entre 2 façons de concevoir le pouvoir. De son côté, Marc ne pense qu'à la préservation de son influence, quitte à employer les moyens les plus discutables. Julien, au contraire, s'acharne à bâtir pas à pas une légitimité collective, basée sur la transparence, la solidarité et le refus catégorique de retour en arrière. Peu à peu, son calme et sa constance finissent par impressionner même les plus sceptiques. De plus en plus de voix, souvent discrètes jusque-là, commencent à lui envoyer des messages de soutien. D'anciens rivaux deviennent alliés devant la nécessité de tourner la page sur les vieux réflexes. Dans le secteur, Julien devient un symbole. Pour d'innombrables cadres et jeunes décideurs souvent mis à l'écart ou ignorés, il représente l'idée qu'on peut résister, que la lutte ne se limite pas à 1 ou 2 victoires, mais qu'elle se construit dans la durée, avec courage et méthode. Sa capacité à rassembler et à ne jamais céder face à la pression attire de nouvelles sympathies, montrant que quelque chose, enfin, est en train de bouger. Au moment où la pression semble à son comble pour Julien, un événement inattendu change le cours de l'histoire. Sophie, jusqu'ici discrète directrice des ressources humaines de Bleu Horizon, commence à ressentir le poids des manœuvres internes et la peur bien réelle d'éventuelles représailles. Depuis plusieurs semaines, elle assiste en silence aux réunions du Conseil, prend part aux campagnes de communication et exécute les ordres venus d'en haut, mais son malaise grandit chaque jour. Face à l'ampleur de la crise, et surtout à force de voir de plus près l'attitude de Marc et de ses alliés, une conviction profonde émerge chez elle. Il n'est plus possible de détourner les yeux. Un soir,
Après une longue hésitation, Sophie prend contact avec Julien. Leur rencontre se fait très discrètement dans un petit café du 11e arrondissement. L'atmosphère est lourde, chacun parlant à voix basse. Après quelques échanges hésitants, elle sort de son sac une clé USB. À l'intérieur, il y a des dizaines de courriels internes, mais aussi des enregistrements audio où l'on entend des membres de la direction donner des instructions explicites sur l'exclusion de certains profils et sur la façon de rendre ces pratiques indétectables par l'extérieur. Plus loin, dans un dossier organisé, figurent même des comptes rendus de réunions où figure noir sur blanc l'existence d'une politique d'exclusion, baptisée ironiquement filtrage qualifié, assortie de méthodes à appliquer dans l'ensemble de la société. Julien comprend immédiatement la portée du geste de Sophie, mais aussi le danger qu'elle vient de prendre sur elle. Il la remercie, conscient que ce type de preuve peut faire toute la différence. Avec ces documents, l'affaire n'est plus seulement une confrontation de versions, mais devient une affaire sérieuse qui va intéresser la justice. Sophie, soutenue par quelques collègues qui se joignent bientôt à elle, prend peu à peu une place centrale dans le combat. Ce choix n'est pas sans conséquences. Très vite, des regards soupçonneux se posent sur elle au travail. Des réunions s'organisent sans qu'elle soit invitée. Malgré tout, elle n'arrête pas. Elle sait que ce qu'elle a osé révéler va sans doute lui coûter cher, mais elle n'a plus envie de vivre dans le compromis, ni de cautionner des pratiques qu'elle juge indéfendables. Grâce à son courage, le dossier prend une ampleur nationale, soutenu par ceux qui, dans l'ombre, avaient eux aussi soif d'un changement réel. La tension monte d'un cran lorsque Marc, sentant les murs se refermer autour de lui, choisit la fuite en avant. Après la diffusion des preuves apportées par Sophie, il comprend que les méthodes classiques de pression et d'influence ne suffiront plus. Alors, il passe à la menace directe. Un matin, Julien et son équipe découvrent que leurs boîtes mail ont été piratées. Plusieurs messages alarmants circulent, certains contenant de fausses informations, d'autres des tentatives évidentes de manipulation de documents importants. En parallèle, des collègues commencent à recevoir des appels anonymes au cœur de la nuit, des menaces à peine déguisées ou de simples messages d'intimidation. À ce moment-là, personne n'est épargné, même les proches de Julien. Sa sœur reçoit des insultes sur les réseaux sociaux, tandis qu'un de ses amis fidèles se retrouve suivi à la sortie du travail. Malgré tout, Julien choisit de ne céder ni à la panique, ni à la colère. L'équipe resserre les rangs. Il organise rapidement une série de réunions en ligne protégée, fait sécuriser tous les terminaux informatiques par un expert indépendant et encourage chacun à consigner systématiquement tout incident. L'ambiance reste lourde, car le doute s'installe jusque dans les conversations les plus banales, et beaucoup craignent désormais d'en parler à leurs proches. Mais l'effet de sidération se transforme lentement en détermination collective. Habitué à affronter la pression, Julien impose à tous de ne rien laisser passer, même les menaces plus subtiles. Il s'entoure d'un petit cercle de confiance et fait appel à un avocat spécialisé dans la cybercriminalité pour monter un dossier solide. La gravité de la situation attire bientôt l'attention de la police, puis du parquet national, chargé des affaires financières et cyber. Ils lancent une enquête d'envergure qui s'étend rapidement à d'autres services, car on trouve dans les preuves des traces de tentatives de corruption et d'espionnage. Les investigations révèlent aussi que plusieurs acteurs périphériques ont été approchés pour effacer ou falsifier des documents, ou pour acheter leur silence. Sous pression, certains témoins choisissent finalement la sécurité, et se confiant aux enquêteurs. Julien ne baisse pas la garde un seul instant. Il sait que l'enjeu a largement dépassé le simple cadre d'une entreprise ou d'un scandale personnel. À chaque nouvelle attaque, il répond par la rigueur et la coopération totale avec les autorités. Autour de lui, l'esprit d'équipe. Il prend le dessus et chacun s'engage à ne plus subir, mais à bâtir un modèle nouveau où la peur ne dicte jamais la loi. Dans les semaines qui suivent les attaques, l'affaire gagne une ampleur inédite
et finit par arriver devant les tribunaux. Une audience exceptionnelle est rapidement organisée au tribunal de commerce de Paris pour trancher la question du déblocage des fonds gelés et, indirectement, la survie de Bleu Horizon face à ses investisseurs. Ceux qui espéraient une procédure claire et impartiale déchantent rapidement. Dès l'ouverture des débats, le juge en charge du dossier, Maître Bernard, laisse filtrer sa préférence. Plusieurs fois, il interrompt sèchement la défense de Julien, coupe la parole à ses avocats ou accorde un temps disproportionné à Marc et à la direction de la société. L'ambiance dans la salle bascule. Chaque geste du magistrat, chaque note prise semble dictée par autre chose que la stricte justice. Rapidement, des journalistes présents dans la salle se mettent à murmurer, flairant une connivence inhabituelle. Les rumeurs enflent en dehors du tribunal. Certains rappellent que Bernard et Marc se sont déjà croisés lors de précédentes affaires, notamment dans le secteur bancaire français, et que leur complicité n'est un secret pour personne. Des décisions antérieures du juge, toutes favorables à Bleu Horizon ces dernières années, ressortent dans la presse, participant à un climat de défiance. Julien, présent à l'audience, comprend que la bataille qu'il mène depuis des mois ne se limite pas à son avenir professionnel ou même à celui de ses alliés. Ce qui est en jeu, désormais, c'est l'accès équitable à la justice pour tous et la possibilité, ou non, de dénoncer en toute sécurité les collusions entre pouvoirs privés et institutions. Décidé à ne pas se contenter d'un simulacre de procès, il réunit son équipe juste après la suspension d'audience. Tous sont fatigués, mais unis par la conviction qu'il faut jouer dans la transparence totale. Julien annonce alors publiquement, d'abord aux journalistes puis sur ses réseaux sociaux, qu'en cas de poursuite de cette farce judiciaire, l'ensemble des éléments prouvant l'influence illicite, les emails, les écoutes et toutes les preuves d'accords souterrains seront rendus publics. Il ne s'agit plus seulement de défendre ses droits, mais de forcer l'ensemble du système à sortir de l'ombre. Ce choix résonne bien au-delà du tribunal et rappelle à chacun que face à l'arbitraire des puissants, la lumière est parfois la seule arme véritablement efficace. Alors que le tribunal rend une décision défavorable à Julien et à son équipe, l'atmosphère devient électrique, non seulement pour les principaux concernés, mais aussi dans l'opinion publique. La frustration est grande dans le camp de Julien, chacun ayant conscience que le verdict était couru d'avance. Pourtant, loin de baisser les bras, Julien décide d'agir vite et avec méthode. Il réunit les membres les plus proches de son groupe une dernière fois dans leur petit local, à 2 pas de la place de la République. Son plan ne laisse place à aucune hésitation. Il faut jouer la carte de la transparence jusqu'au bout et briser le cercle du silence. Dès le lendemain, plusieurs grands quotidiens nationaux et des sites d'information reçoivent des dossiers soigneusement préparés contenant des copies d'emails, des échanges de messages WhatsApp et même quelques photos de soirées où l'on reconnaît clairement Marc et le juge Bernard, complices de longue date. Les lignes bougent immédiatement. Des journalistes spécialisés dans les affaires de corruption et de justice analysant chaque élément publié. Ils repèrent dans les messages des discussions ouvertes sur la meilleure façon d'influencer le tribunal, d'orienter les questions posées lors de l'audience ou de négocier le soutien de certaines parties cachées. Les réseaux sociaux s'enflamment. Sur X, sur Facebook et dans les commentaires d'articles, des milliers de personnes expriment leur indignation et appellent à une réforme en profondeur. Ce raz-de-marée médiatique ne tarde pas à produire ses effets. Dans les jours qui suivent la fuite, le dossier est repris par plusieurs spécialistes de droit et responsables d'ONG qui dénoncent le manque d'indépendance du système judiciaire dans certains cas sensibles. On entend des personnalités du monde universitaire, des avocats et même quelques magistrats s'inquiéter en public sur France Inter ou BFM TV. La pression monte pour que le tribunal révise sa position et que de nouveaux juges, cette fois, sans lien suspect avec Bleu Horizon ou ses dirigeants, prennent la suite. Julien observe tout cela avec une lucidité mêlée de fatigue. Perdre la bataille juridique n'était qu'une étape, et son équipe commence à entrevoir que, parfois,
Il faut accepter de perdre une manche pour remporter la guerre morale. La réputation de Marc et celle du juge Bernard sont durablement entachées. Ce n'est plus seulement une question de finances, mais un débat national sur l'intégrité, l'accès à la justice et la responsabilité de ceux qui détiennent le pouvoir. Alors que la tempête médiatique bat son plein et que le scandale judiciaire continue d'occuper la une, de nouveaux événements font rapidement rebondir l'affaire. Ce sont à nouveau le courage de Sophie et le cynisme de Marc qui vont faire basculer l'histoire. En effet, Sophie, déjà exposée depuis son choix de témoigner contre Bleu Horizon, devient la cible directe de Marc. Celui-ci, peu à peu acculé par le déferlement médiatique, commence à chercher désespérément un moyen de sauver sa propre peau. Il convoque Sophie lors de réunions discrètes, la pressant de revenir sur ses déclarations et d'adoucir le contenu de ses témoignages. Menaces à peine voilées, promesses de promotion immédiate, intimidation sur la sécurité de son emploi. Marc mélange la menace et la séduction dans l'espoir de retourner la situation. Mais Sophie, déterminée à ne plus se laisser manipuler, ne se démonte pas. Au contraire, elle anticipe ses manœuvres et décide d'enregistrer secrètement plusieurs de leurs conversations avec son téléphone portable. Dans les enregistrements, on l'entend distinctement subir la pression de Marc, qui évoque ouvertement le renvoi pour qui ne suit pas la ligne fixée, mais aussi la possibilité d'une augmentation ou d'un poste de direction pour qui comprend l'intérêt collectif. Elle confie aussitôt ses preuves à Julien et à son équipe, consciente que ce genre de document peut faire toute la différence. Avec ces nouveaux éléments entre les mains, Julien se tourne sans attendre vers la Cour nationale d'instruction. Il remet l'ensemble des enregistrements et fournit également un résumé détaillé des circonstances dans lesquelles ils ont été obtenus. Les juges et procureurs comprennent vite qu'il ne s'agit plus d'un simple conflit interne, mais d'un système structuré d'obstruction à la justice et de tentatives de manipulation de témoins à grande échelle. Une enquête criminelle indépendante est alors ouverte dans la foulée, menée par la Brigade des affaires financières et le parquet national. L'intérêt du public grandit. Chaque jour, les chaînes d'actualité décryptent le contenu des enregistrements et suivent l'évolution de l'enquête. Les policiers fédéraux mettent au jour des comptes bancaires à l'étranger, retracent des paiements discrets et commencent à dresser la liste de tous ceux qui ont joué un rôle, de près ou de loin, dans le maintien de ce réseau opaque. Bleu Horizon, autrefois une société estimée dans son secteur, devient ainsi le symbole d'un système de corruption que toute la France se prend soudain à vouloir comprendre et réformer. Avec les derniers rebondissements de l'enquête et la multiplication des preuves, l'intérêt du public ne cesse de grandir. C'est alors que Julien commence à être sollicité par de grands médias nationaux. Les journaux, les radios et les chaînes de télévision veulent tous l'inviter pour l'entendre raconter ce qu'il a vécu et mettre en lumière ce qui, jusque-là, était présenté comme un simple différend professionnel ou une polémique passagère. Un soir, il est invité à participer au journal de 20 heures sur France 2. Un rendez-vous que des millions de Français ne manquent jamais. L'audience est immense et ses mots pèsent lourd. Pendant l'entretien, Julien raconte sans détour comment le système avait normalisé des pratiques discriminatoires, comment la direction fermait les yeux et jusqu'où certains étaient prêts à aller pour qu'on ne découvre rien. Il parle aussi du courage des témoins comme Sophie, qui ont osé raconter ce qu'ils voyaient et dont la vie a basculé. Le journaliste lui demande alors ce qu'il attend de la justice, et Julien répond simplement qu'il souhaite que chacun, à tous les niveaux, soit tenu responsable de ses actes. Rapidement, les réactions dépassent le cadre habituel des affaires internes du monde de l'entreprise. Des responsables syndicaux, des professionnels d'autres groupes, mais aussi des personnalités connues, prennent la parole sur les réseaux sociaux ou signent des tribunes dans Libération et Le Monde. Des acteurs engagés et des responsables associatifs montent au créneau. Tous réclament l'ouverture d'une réflexion globale pour repenser non seulement la gestion des entreprises,
mais aussi la lutte contre les discriminations au travail en France. Ce mouvement général amène beaucoup d'entreprises partenaires, des prestataires en informatique jusqu'aux fonds d'investissement internationaux, à revoir leur collaboration avec Bleu Horizon. Plusieurs clients historiques suspendent leurs contrats dans l'attente que la lumière soit vraiment faite et que des réformes profondes s'engagent. Les dirigeants de Bleu Horizon se retrouvent confrontés à un risque de faillite, mais surtout face à une crise d'image inédite. Sous la pression, ils convoquent d'urgence leur conseil d'administration et annoncent, sur recommandation d'experts extérieurs, la suspension provisoire de plusieurs cadres et la mise en place d'un plan d'action pour restaurer la confiance. En quelques semaines, ce qui ressemblait à une crise isolée devient l'affaire de tout un pays. Pour tous les collaborateurs qui avaient souffert en silence, la parole se libère. Et chacun sent bien que la France ne pourra plus jamais tourner la page aussi vite sur ce genre de scandale. Le point culminant de l'affaire se produit un matin, quelques jours seulement après l'émission de 20 heures qui a secoué toute la France. Sous la pression conjuguée des médias, des autorités et de l'ensemble du secteur, le conseil d'administration de Bleu Horizon n'a plus d'autre choix que de réagir. Dans un communiqué officiel, ils annoncent sans détour la mise à pied immédiate de Marc, qui jusque-là occupait le poste de vice-président opérationnel. Les journaux titrent sur la chute de l'homme fort de l'entreprise et commencent à évoquer une ère nouvelle. Bleu Horizon promet dans la foulée une refonte de sa gouvernance, lançant l'élaboration d'un nouveau code éthique et la mise en place d'une cellule d'écoute pour les salariés. Mais très vite, Julien et ceux qui suivent l'affaire de près remarquent que la stratégie de l'entreprise vise surtout à détourner l'attention du reste de la direction. Marc est désigné seul responsable, comme s'il avait agi dans l'ombre, sans l'accord ou la connaissance d'autres cadres. Les informations accablantes sur d'anciens directeurs ou sur le laxisme de plusieurs responsables sont tout simplement passées sous silence. Historiquement, cela fait pourtant des années que certains problèmes étaient identifiés, et on sait que d'autres dirigeants ont fermé les yeux ou gardé le silence pour protéger leur poste. Julien refuse de se contenter de ce sacrifice ciblé qui ne montre à ses yeux qu'un souci d'image, pas une véritable envie de changement. Il interpelle publiquement la direction, d'abord par une lettre ouverte sur ses réseaux, puis lors d'un entretien sur France Inter. Il réclame des mesures concrètes et durables, nomination d'un médiateur indépendant, contrôle régulier, de la transparence interne, formation obligatoire sur la lutte contre les discriminations et surtout une enquête approfondie portant sur la responsabilité de chaque membre du comité exécutif. Julien insiste pour que les conclusions ne débouchent pas sur un simple accord à l'amiable, mais qu'elles renforcent durablement la protection de tous les salariés, y compris les futurs. Confrontée à ce discours, l'entreprise, prise au piège de sa communication, hésite à répondre. Elle propose alors une série de consultations internes et l'intervention d'un cabinet extérieur. Mais Julien reste inflexible. Son objectif, à présent limpide pour tout le pays, est d'éviter que ce genre d'exclusion ne se reproduise, peu importe le nom ou le visage de ceux qui dirigent demain. Pour lui, seul un vrai changement de culture vaut la peine de se battre, pas une opération de façade qui oublierait les véritables victimes. Alors que le débat public reste brûlant et que la société tente de regagner la confiance perdue, de nouveaux éléments viennent bouleverser encore un peu plus l'équilibre interne de Bleu Horizon. Une équipe d'auditeurs indépendants, appelés à faire la lumière totale sur les pratiques du passé, exhuma soudain plusieurs dossiers confidentiels oubliés dans un ancien serveur de l'entreprise. En parcourant ces documents, il trouve des échanges signés par Claire, la présidente historique du groupe. Ces écrits détaillent très clairement que les directives problématiques venaient, en réalité, du sommet de la hiérarchie et non pas seulement de Marc. Parmi les consignes envoyées par Claire figurent des instructions précises
appelant à exclure certains profils sous couvert de cohérence de culture d'entreprise et à favoriser des promotions de complaisance. Ces révélations soulèvent une nouvelle vague d'indignation. Sous cette pression accrue et face à l'ampleur du scandale, le conseil d'administration prend une décision historique. Claire est aussitôt démise de toutes ses fonctions et le siège de direction reste vacant pendant 3 jours, le temps de désigner un successeur. Cette fois, le choix tombe sur Hélène, une dirigeante connue dans le secteur pour ses convictions en matière de diversité et son courage en situation de crise. Lors d'une conférence de presse dans les locaux parisiens de Bleu Horizon, Hélène annonce aussitôt que son engagement portera avant tout sur la réparation des torts et sur l'ouverture de l'entreprise à tous les talents, sans discrimination aucune. L'une des toutes premières initiatives d'Hélène consiste à instaurer un comité indépendant ayant un droit de regard sur les décisions RH et sur la politique générale de la société. Julien, qui est désormais un symbole du combat mené, reçoit personnellement une invitation à rejoindre ce conseil. On lui propose de participer à la création de standards minimums en termes d'équité et d'inclusion, et d'assurer que chaque voix, quelle que soit son origine, soit entendue dans l'élaboration des futures pratiques de Bleu Horizon. Ce qui, quelques mois plus tôt, n'était qu'un cas isolé de conflit professionnel se transforme ainsi en une opportunité de refondation totale. Julien, épaulé par Sophie et d'autres anciens adversaires du système, joue maintenant un rôle actif au cœur même de l'organisation. Bleu Horizon devient rapidement un exemple pour tout le secteur, et des entreprises concurrentes cherchent à s'inspirer de cette renaissance pour redéfinir elles aussi leurs priorités. Pour Julien et ses alliés, l'histoire difficile d'hier devient une source d'espoir et de progrès pour toute une génération. Quelques mois plus tard, Julien se retrouve à embarquer de nouveau sur un vol de Bleu Horizon. Cette fois, l'ambiance dans l'aéroport d'Orly est presque méconnaissable. Dès l'enregistrement, il remarque que l'accueil est assuré par des équipes bien plus variées, où l'on entend plusieurs accents, où les sourires échangés ne cachent plus l'attention d'antan. Julien salue Sophie, qui a depuis été nommée à un poste de responsabilité au sein du service clientèle, et il sent dès cette première interaction que la gestion humaine et l'approche managériale ont pris un virage authentique. À bord de l'avion, tous les passagers sont traités avec la même attention, sans distinction de classe de billets, ni de pays d'origine. Les consignes sont données dans une atmosphère décontractée, et les agents prennent vraiment le temps d'écouter chaque demande. Julien repère même plusieurs petits changements, comme des informations traduites en braille et des équipements adaptés aux passagers à mobilité réduite. Il se rend compte alors que son combat, qui avait paru au début isolé, a finalement permis de forcer une évolution structurelle. Ce vol, tellement banal il y a 1 an, symbolise aujourd'hui tout un parcours. Durant le trajet, alors qu'il regarde par le hublot les nuages défiler au-dessus de la France, Julien médit sur la force collective. Les efforts conjoints, les sacrifices personnels et les espoirs partagés n'ont pas seulement renversé quelques dirigeants. Ils ont éveillé les consciences et offert un exemple à suivre à tout un secteur. Inspiré par son histoire et celle de ses compagnons, plusieurs salariés, issus d'autres grandes entreprises, proposent à Julien de lancer une structure qui irait encore plus loin. Ainsi voit le jour DiversiFrance, une fondation nationale, pensée pour accompagner les entreprises dans la lutte contre la discrimination. L'équipe croît rapidement, rassemblant anciens avocats du dossier Bleu Horizon, militants de terrain, RH, et partenaires financiers décidés à investir du temps et des moyens pour faire changer les pratiques au-delà d'une seule société. Ce qui avait été un combat personnel prend alors une dimension nouvelle. Julien comprend que la vraie victoire n'est pas d'avoir gagné pour soi, mais d'avoir ouvert un chemin pour d'autres. Le cercle est désormais complet. La transformation ne s'arrête plus au texte, mais imprime son empreinte dans la vie de tous les jours. Quand il descend de l'avion, il sait que parfois il suffit de quelques personnes déterminées,
d'un objectif clair et d'un réseau de solidarité pour modifier durablement non seulement des politiques, mais aussi la façon dont chacun regarde et accueille l'autre.